Salut à tous et bienvenue pour le nouveau podcast Nippon Gambae où nous retrouvons Manu et Clément. Bonjour à vous. Salut Thomas. Salut, C'est un peu le relais ici, on se passe le rôle de présentateur. Effectivement, bien, alors Faut vous avez dire un sûrement mot pour remarqué, Nabil, vous avez sûrement remarqué que c'est pas Nabil qui présente cette semaine parce que Ah bon figurez-vous qu'il a enfin regardé un match de J-League et que là il va mettre une semaine à se remettre du décalage horaire. Donc on le retrouvera la semaine prochaine. En attendant, je prends le relais. Donc puisqu'on parle de J-League, on va faire un peu le tour des matchs qui ont eu lieu cette semaine. Avec, c'est assez surprenant, mais il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur pour tous les matchs qui ont eu lieu à 7h du matin. Et parmi ceux-là, Yokohama F Marinos qui continue son cavalier seul grâce à une victoire de prestige face à Hiroshima Sanfrecce. Les coéquipiers de Yuji Nakazawa ouvraient le score par Tomizawa d'une superbe frappe avant de se faire rejoindre par une réalisation de Yojiro Takahagi. Dans des conditions épiques, le terrain était à la limite du praticable. Yokohama finira par reprendre l'avantage et l'accentuer grâce à Kosuke Nakamashi et Marquinhos, son 6e but de cette saison. Alors Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette rencontre ? Déjà, c'est fortuné que la rencontre se soit jouée parce que le terrain était vraiment atroce, quoi. Il y avait des trous de partout, des flaques d'eau, le ballon s'arrêtait à chaque fois qu'il rebondissait. Donc, je pense qu'en France, la partie serait pas allée jusqu'au bout de jusqu'à son terme. C'est quand même un match agréable, Moi, je suis friand de ce genre de rencontre dans des conditions impossibles où tout le monde frappe dans tous les sens et c'est super difficile de marquer. Et c'est Yokohama qui a fait la différence par deux joueurs des seconds couteaux, Seitaro Tomizawa qui jouait Second couteau peut-être pas quand même Clément. Enfin je dirais juste que c'est quand même toujours un peu marrant de voir les milieux presque défensifs de l'équipe, les gros travailleurs, mais second couteau je te trouve un peu dur, ils sont très bons cette saison. Ouais, disons que c'est second couteau parce qu'on s'attendait toujours à voir Marquinhos un peu, c'est ça ? Ah, Marquinhos, bon, je l'incluais pas dans les seconds couteaux, mais c'est surtout les deux premiers buteurs, les deux milieux défensifs, Tomizawa et Nakamachi, qui étaient jusque-là des joueurs de deuxième division, surtout Tomizawa qui a passé la plus grande partie de sa carrière à Verdy en deuxième division, et même là-bas il jouait défenseur central, c'était pas forcément un type très très doué techniquement. Il marque un but exceptionnel, une frappe des éclairs qui transperce les filets du gardien d'Hiroshima. Donc là, c'était première surprise. Et puis deuxième buteur, c'est Nakamachi, un autre joueur au parcours assez atypique, puisque après un début de carrière pro, il est retourné au niveau amateur pendant quelques années pour jouer avec un club universitaire. Et s'est vu redonner une chance par Shonan, puis par Fukuoka. Et après une saison décevante avec Fukuoka il y a 2 ans où ils étaient en première division, il a signé pour Yokohama et aujourd'hui le voilà. On dirait qu'il a enfin atteint la maturité et le but qu'il marque d'ailleurs est magnifique grâce à une combinaison avec Shingo Yodo. Donc de joueurs assez sous-cotés en G-League qui permettent à Yokohama de gagner cette rencontre. On passera un peu sous silence le but de Marquinhos à la fin puisque c'est typiquement le genre de but qui est marqué dans des conditions difficiles. Le gardien essaye un arrêt et il se rate parce que la balle glisse et puis l'attaquant est juste là à la ramasse pour pouvoir la mettre au fond. Voilà encore une victoire pour Yokohama, la 5e d'affilée. Ils sont invaincus. Ils sont vraiment très très bien cette saison et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ouais, alors effectivement. Deux, trois remarques juste oui. en vitesse, Thomas. Déjà, Nakamashi et Tomisawa, moi je trouve on oublie souvent qui est sur le banc, parce que ces deux-là sont sur le terrain. C'est Shohei Ogura qui à la base était quand même un titulaire en puissance dans cette équipe et que moi j'avais souvent trouvé à la limite plus intéressant que les deux sur ses qualités techniques. Je trouvais que c'était un bon joueur, donc si les gars l'ont mis sur le banc, c'est qu'il a été également pas mal blessé, mais c'est qu'ils ont quand même fait le travail. Une autre remarque aussi sur, je me disais que Gina Nato, il y a pas mal de rotations. Là, Manabu Saito revient dans le 11 de départ, mais mine de rien, Gina Nato qui est remis un peu sur le banc, peut-être parce que finalement on l'a vu assez bon, provoquer, être assez rapide, bien accéléré de jeu sur les côtés, mais ça montre que malgré tout, il va encore y avoir besoin d'un petit temps d'adaptation pour passer des terrains de deuxième division à cette première division pour Anato, qui, on le rappelle, a été très bon l'année dernière en deuxième division avec Ehime. C'est ça, 14 buts. Tu dis Ehime, c'était Kitakyushu. Oui, Kitakyushu, pardon. C'est ça. Mais c'est ça qui est remarquable avec Yokohama, c'est que sur le papier, c'est absolument pas la meilleure équipe. T'as deux milieux défensifs qui sont vraiment pas spectaculaires. T'as Nakamura à gauche qui, même si c'est un grand joueur, il a plus la vitesse pour jouer ailier. À droite, Yodo, c'est pas le premier nom qui viendrait à l'esprit au moment de citer les meilleurs joueurs de J-League.
Et puis même au niveau des attaquants, en dehors de Marquinhos, certes il y a Saito, mais c'est pas encore un buteur prolifique. Et il y a Yoshito Fujita qui certes a marqué pas mal de buts la saison dernière en J2, mais qui jusque-là a toujours manqué. C'est la transition en J1, notamment avec Omiya. Donc sur le papier, c'est vraiment pas un effectif hors du commun, mais dans les faits, il remporte tous les matchs et de manière convaincante. Hein. Oui, Thomas, on a c'est vu que quelque c'était chose. assez facile finalement contre Hiroshima. On a vu leur phase de jeu. On a eu l'impression que c'était facile, effectivement. Mais alors, j'ai une petite question pour vous deux là. Est-ce que justement le fait que même des jeunes joueurs au parcours atypique arrivent à tirer leur épingle du jeu dans cet effectif démontre pas un peu la force de cette équipe qui permet à des jeunes et à des vieux de briller dans un groupe cohérent, quoi? Oh bah oui Vas-y, oui Manu. oui oui clairement mais moi je suis désolé Thomas, je vais pas répondre franchement à ta question parce que je trouve que ce que tu dis est vrai et qu'il y a finalement pas grand chose à rajouter, mais je pense que comme on n'en a pas vraiment parlé depuis le début de l'année sur ces podcasts, faudrait quand même dire un mot de Hiroshima qui se fait manger à domicile, à part ce but de Takahagi qui d'ailleurs fait un match tout à fait correct. C'est d'ailleurs j'en profite pour dire que Takahagi, on a souvent parlé des numéros 10, du remplacement de Honda. C'est un joueur qui est tout à fait honnête, même très talentueux, et moi j'avais toujours vu plus dans un rôle de relayeur. On parlera à la fin du podcast de la question de la succession de Oui. ACB et de Endo, Parce que ça mais fait un petit peu débat sur la page Facebook, donc on va en dire un mot. voilà. Mais Takahagi, ça fait partie des noms. Après, il faudrait quand même qu'on dise un mot sur cette terrible débandade du côté de Hiroshima, parce que bon, Mais ils sont malgré tout. coutumiers du fait, hein, puisque Ouais, c'est vrai. il y a 2 ans déjà, quand ils étaient à la fois en J-League et en ACL, ils s'étaient un peu mis en retrait dans le championnat à cause de leur déplacement en Champions League. Donc peut-être que ça vient de là aussi cette année encore, hein. Ouais, c'est tout à fait C'est possible. Surtout ça. que l'équipe en plus Clément, elle a pas changé. Bon, il y a Okamoto qui a fait son retour de près de Tosu, mais tu parlais de second couteau, je trouve que c'est à peu près le cas également pour Okamoto. Et puis surtout, Shiotani ne remplacera jamais véritablement Moriwaki. Je Là, je dirais suis moins juste, d'accord avec t'es toi pas là, d'accord? Je dirais juste parce pour que conclure que j'attends beaucoup de Gakuto no Tsuda. J'attends d'en voir au fur et à mesure. Ce sera un garçon très intéressant. c'est vrai, Voilà. tu parles Oui, de vas-y Clément, un débandade, dernier mot. mais ouais, ouais, ils sont pas si loin que ça en J-League, ils sont à 7 points. Et on parlait aussi de la Ligue des Champions asiatiques, mais c'est justement une équipe qui a fait tourner en Ligue des Champions asiatiques pour privilégier la J-League. Donc ils n'ont pas forcément énormément d'excuses. Jusque-là, en Ligue des Champions asiatiques, les frères Morizaki ne jouaient pas, et quand on sait l'importance qu'ils ont dans cette équipe, on peut évaluer l'importance qu'ils donnent à la Ligue des Champions asiatiques. Donc pas trop d'excuses cette saison pour Hiroshima, qui ne peut pas compter sur un Isato Sato dans la forme qu'il avait la saison dernière. Donc à voir jusqu'où ça va les mener. Je pense pas qu'ils feront une saison décevante, voire en deuxième partie de saison, puisque en deuxième partie de classement, puisque ça reste quand même solide. Hein, on l'a vu à Shimizu, quand la machine est lancée, ça peut marquer pas mal de buts. Et ils ont quelques blessés comme le petit joueur là, le blond là, Ouais. Koei Oui, Shimizu. voilà. Voilà, qui leur Très manque bon beaucoup, joueur. puisque Mm. voilà, puisque c'est le jeu d'Hiroshima, il est très porté sur les ailes, ça écarte beaucoup, et ils ont absolument besoin de leurs deux ailiers Mikic et Shimizu pour pouvoir bien travailler les équipes. Donc quand tous les joueurs seront de retour et ils seront débarrassés de la Ligue des Champions asiatiques, et ça va pas tarder puisque ils ont 0 point en 3 journées, je pense qu'on reverra l'Hiroshima dominant de la saison dernière. D'accord, donc en tout cas c'était un match qui a renforcé le scepticisme un peu du côté d'Hiroshima et qui dans le même temps a un peu annihilé celui qu'on avait sur Yokohama jusqu'à présent. Et Ah, moi, puisqu'on j'ai est dans toujours, les... hein, Oui. y a pas de problème, hein. J'ai toujours du scepticisme sur Yokohama et j'en aurai toujours pour au moins 10 journées encore. Eh ben on t'en reparlera dans 10 jours alors, dans 10 journées. Puisqu'on est dans le haut de tableau, on va parler des Urawa Red Diamonds qui continuent aussi leur beau début de saison. Si c'est toujours un peu flou en Champions League, c'est assez net en championnat. Ils ont fait un très bon début de saison. Et en cette journée, ils se tirent du piège tendu par le Jubilo Iwata en arrachant une victoire méritée à la dernière minute grâce à Genki Ouais, Haraguchi. Genki. Les Reds avaient tout d'abord été touchés par le mauvais présage en encaissant le but de la mort de Ryoichi Maeda, synonyme de relégation automatique depuis 5 années maintenant, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, ça fait 5 ans, hein, il faut le dire. Voilà. Le but de la mort de Maeda, c'est la malédiction hein, même de Maeda. En gros, quand Maeda ouvre son compteur but contre une équipe,
Ça avait commencé, je pense qu'en 2008 c'était Kofu, mais je suis plus très sûr. Ça ne Donc, m'étonnerait en gros, pas. l'équipe elle est reléguée à la fin de la saison. Tout le monde se disait l'année dernière, il a marqué contre le Gamba, donc la série va s'arrêter puisque le Gamba va se maintenir. Bon bah non. Donc à voir pour Urawa, ce sera marrant hein, de voir ça. Et ça a peut-être commencé directement lors de ce match, puisque ils ont aussi manqué un penalty, hein, mais par la suite, Ryota Moriwaki remettait les deux équipes à égalité à 15 minutes de la fin, avant qu'Haraguchi ne délivre le Saitama Stadium, sonore malgré les alertes de tempête et une pluie diluvienne. Alors Clément, je pense que tu as vu ce match, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'était une performance assez solide d'Urawa qui, à l'image d'Hiroshima, a connu des mésaventures en Ligue des Champions asiatiques durant la semaine, une défaite 3-1 contre Jeonbuk Motors, malgré une première mi-temps maîtrisée et plusieurs occasions qui auraient dû les voir s'éloigner au niveau du score. Hein. C'était franchement une grosse déception ce match parce qu'ils avaient tous les ingrédients pour pouvoir l'emporter. Mais contrairement à Hiroshima, ils s'en sont remis et ils ont livré une belle copie contre le Jubilo Iwata. Même s'ils ont été menés au score pendant la majeure partie du match, ils n'ont jamais abandonné. Shinzo Kuroki, de retour dans l'équipe, après avoir fait un petit stage sur le banc en Ligue des Champions asiatiques, s'est créé beaucoup d'occasions et il en a manqué presque autant. Et c'est lui d'ailleurs qui a Peut-être à raté cause le penalty. du climat, non? Oui. Le stade était vraiment à moitié rempli, je dirais 25 000, 30 000 personnes, parce que toute la journée, il y a eu des alertes de tempête qui ont Ouais. dissuadé les gens. Alors faut savoir qu'en début de saison de J-League, chaque année, c'est un peu ce climat-là. Après C'est 2-3 journées, il y a toujours de la flotte pendant plusieurs semaines comme ça. Donc c'est pas vraiment une surprise, mais ça empêche toujours certaines équipes de déployer leur jeu, je pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais Koroki est aussi coutumier du fait. Hein. C'est pas un joueur c'est un joueur qui a jamais dépassé les 15 buts en J-League, alors que c'est certainement l'un de ceux qui se crée le plus d'occasions et qui est le mieux placé. Tout simplement parce qu'il a de gros problèmes en face du but à la finition, donc manque de lucidité. Il a raté un péno et il a frappé de manière un peu caricaturale face à Kawaguchi, peu d'élan, et c'était très facile d'imaginer où est-ce qu'il allait la mettre. Voilà, Kuroki très malchanceux, mais quand il est dans l'équipe, euh, il permet à tous ses coéquipiers autour de lui d'être bien meilleurs, de profiter des espaces qu'il ouvre, de ses courses, Ouais, il de attire ses les déversions. défenseurs un peu, oui. C'est ça, voilà, c'est Ouais. pas pour rien que Kashima a été champion pendant 3 années consécutives. Donc voilà, un but de Moriwaki de la tête qui s'impose comme un très bon achat de d'Urawa. Et puis vers la fin, une passe ratée de Jubilo et Haraguchi qui surgit et qui marque son troisième but de la saison après une grosse année il y a 2 ans avec plusieurs buts et on croyait enfin que sa carrière était lancée. Il avait connu une saison un peu plus difficile l'an dernier, et puis là il est reparti de plus belle et on revoit le dribbleur efficace et enthousiasmant de cette saison 2011. Donc Haraguchi vraiment jusque-là vraiment très intéressant. Oui, c'est dans la continuité de sa saison dernière un peu, parce qu'il était il sortait déjà du lot dans l'équipe. On en parlait un peu chaque semaine de ses performances avec Urawa, donc C'est c'est ça. une confirmation un peu, oui. Mais il avait quand même connu une saison plus difficile puisqu'il avait mal digéré la non-sélection aux Jeux Olympiques. Il l'avait dit dans les journaux. C'est pas quelqu'un qui avait dit oh c'est pas grave, ma carrière est longue, j'aurai d'autres occasions de jouer des compétitions comme ça. Non, un peu à l'image d'un Osako, il s'en était plein dans les journaux. Il avait dit qu'il avait été très déçu. Et à la suite de cette non-sélection, il avait enchaîné plusieurs performances en demi-teinte. C'est quelqu'un de jeune et qui est très émotif. Il y avait aussi également eu un problème avec lui. Il avait blessé un coéquipier à l'entraînement. Il lui avait cassé l'épaule parce qu'il était Un dans une caractériel, période. quoi. C'est ça, ouais. Il avait cassé l'épaule de son coéquipier Okamoto parce qu'il était dans une période de rébellion en quelque sorte. Donc c'est quelqu'un qui se laisse dominer par ses sentiments. Mais quand tout va bien dans sa vie, quand tout va bien dans son jeu, alors là, il est vraiment très très bien en ce moment. Ok, et toi, Manu, tu as vu le match. Alors, je sais que tu portes pas forcément Urawa dans ton cœur, vu que tu es plutôt derrière l'autre club de Saitama, dont on va parler dans quelques instants. Je ne suis pas supporter dans l'exercice de mes fonctions, monsieur. Ce soir, Ce bon, bah, Daniel alors, tant rigolo. mieux. Tant mieux. Alors, mais toi, chaque semaine, tu nous parles aussi de Hiroki Yamada du Jubilee Wata. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ça cette devenir semaine? obsessionnel. Hein.
Ben ouais, mais c'est bien que tu m'en parles parce que du coup, je vais dire un mot plus généralement du Jubilo parce que bon, après avoir dit 1500 fois que Yamada était exceptionnel, je vais un peu changer de disque. D'accord, bah vas-y alors. Inquiet quand même. Non, mais c'est terrible en plus parce que tu me poses des questions et j'y réponds pas. Mais- Ouais, mais je sais que je connais un peu tes goûts, donc c'est pour ça. Mais si t'as envie de parler d'autre chose, c'est pas plus mal, hein, pour une Bah fois. non, mais tu sais, Yamada, voilà, on peut dire que c'est un des meilleurs joueurs de G-League actuellement et puis passer cet état de fait, voilà, on a plus grand chose à dire. Voilà, on l'a déjà tellement encensé dans les premiers podcasts. Il faudrait justement plutôt se demander pourquoi avec un tel joueur, Iwata est à la peine, ils sont relégables, ils sont 17e. C'est embêtant hein, quand même. Hein. Iwata, bon, c'est que le début de Moi, la ça saison. m'embête pas, mais bon. Non, ben je m'en doute, mais c'est quand même curieux et embêtant parce que je trouve que sur le papier l'équipe fait quand même plus forte que l'année dernière. Là, franchement, même Maeda, tu t'as beau te dire que Maeda a un an de plus, ils ont récupéré Kanazono qui avait été absent sur blessure toute l'année dernière. Ils ont quand même un banc sacrément costaud. Hein. Il y a du Sho Byung-kook qui joue pas toujours. Là, je crois que Miyazaki était sur le banc contre Urawa alors que c'est un super joueur. Shuto Tu as des Yamamoto doutes sur les également. choix du coach globalement ou... Non, 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 pas du tout, parce que, enfin, oui et Ah, moi non, si. oui et non, parce que Morishita, j'ai toujours du mal à avoir des doutes sur les choix du coach, parce que bon, il y avait cette mine de rien. Sur son recrutement, c'est lui qui a amené un paquet de joueurs dans cette équipe qui ont un niveau assez incroyable. Mais là, pour le coup, je t'avouerai que j'ai été surpris de les voir faire une performance aussi triste face à Iwata, parce que je considère qu'il y a quand même dans cette équipe à part Young Woo Young que pas forcément exceptionnel. Enfin, dans le rôle de casseur de milieu de terrain, on en a eu des meilleurs en G-League et je pense qu'Iwata peut en mettre d'autres un peu meilleurs. Mais sinon, quand tu regardes l'équipe, Yuki Kobayashi, Yamamoto, c'est des garçons qui ont un niveau quand même au moins très correct. La défense, elle tient parfaitement la route. Ils ont récupéré Inoa, ça devrait avoir solidifié l'ensemble. Et là, non, ça marche pas. Donc forcément, t'en viens à remettre en question les choix du coach, mais j'ai pas vu assez de matchs de Iwata. Je crois que j'en ai vu qu'un ou deux depuis que j'ai commencé à regarder la G League cette saison. Donc non, mais Clément, si t'as l'air de dire que c'est pas bien, dis-nous, Non, hein, non, parce que moi, je suis plutôt sur la ligne de conduite de la critique envers le coach. C'est pas trop mon truc d'ordinaire, mais là, c'est sa deuxième saison et il tâtonne hmm. encore beaucoup C'est vrai que tactiquement. l'équipe tourne pas mal. Hein. Oui, oui, mais Mais elle encaisse pas mal de buts dans le son même temps. système est bizarre et puis voilà, c'est une espèce de 3-4-3, Ouais. 3-5-2 avec En Komano gros, et il un met autre. Komano à droite. Souvent, il mettait Miyazaki à gauche, je crois, non, ou l'inverse. Et il a ses trois défenseurs, Fujita, Inoa, et ensuite c'est soit Suganuma, l'ancien du Gamba, je crois, soit Sho Byung-kook. C'est ça, voilà, mais il tâtonne beaucoup en défense puisque de temps en temps tu dis c'est chaud, de temps en temps c'est Inoue, mais il est souvent blessé. C'est Fujita aussi, de temps en temps Fujita va au milieu. Il a du mal à trouver la bonne formule et à choisir les bons joueurs qui correspondent à ce système. Hein. Il a longtemps essayé de garder Young et continue de le garder alors que la plupart des supporters d'Iwata préféraient voir Kosuke Yamamoto à la place. Ah bah oui, Euh, clairement, oui. c'est ça. Et il a aussi du mal à intégrer certains joueurs comme Matsura ou Baek Sundong que tout le monde disait, Hmm. dont tout le monde disait que c'était le Messi coréen. Alors bon, bien sûr, prendre Ouais. avec des pincettes, Les quoi. comparaisons, oui. Peut-être un François Messi, mais peut-être pas Lionel Messi. Bon, il s'est blessé l'an dernier, 6 mois d'absence, et il a un peu de mal à revenir. Et, il revient sur le banc, mais c'est toujours pas assez pour jouer. Tu as parlé d'un Maeda qui vieillit et t'as un peu balayé ça d'un revers de main, mais c'est quand même un gros problème puisque c'est quelqu'un qui a porté jusqu'à de 12 à 18 buts par saison. Ouais, mais Et si, Clément, tu si peux le mec pas. est cramé, Ouais, mais Clément, tu sais comme moi que plus tu vieillis quand t'es attaquant, plus tu mets du temps à lancer ta saison, à trouver tes automatismes. Enfin, je pense que c'est comme ça. Et Maeda, ça m'étonnerait pas qu'il ait un peu plus de mal à démarrer, mais qu'on le retrouve malgré tout à 15 buts à la fin de la saison. certes, Je pense que c'est plus un problème de collectif qu'un problème Maeda. Et c'est d'autant plus dommage que je le répète ça sur. dépend. Ça Ouais, dépend. Si, vas-y. si, si tu joues et que tu sais que ton attaquant marquera pas,
ça peut poser des problèmes. Si Maeda se réveille vers la 15e journée quand tout est perdu pour le Jubilo et qu'ils sont engagés dans sauf une que course pour la les matchs survie. que j'ai vus, Clément, Maeda avait pas énormément de situations pour s'illustrer, tu vois. Je dis Bah pas oui. qu'avant il créait pas les occasions tout seul, mais je trouve qu'au contraire, c'est pas ce genre de joueur qui peut dribbler 40 joueurs et aller marquer. Là, C'est je vrai. trouve que c'est vraiment beaucoup plus un problème de. Enfin, j'ai vu. Enfin, je les ai notamment vus contre Omiya où ils avaient eu des périodes offensives assez comment dire C'était dangereuses. un bon match. Et, ouais, c'était un beau match et c'est plus Canazzono qui était recherché dans la profondeur et dans la surface que Maeda. Donc j'ai pas l'impression que tout soit, enfin, t'as pas dit ça, hein, mais tout soit à mettre sur Maeda. En tout cas, Non, c'est pas ça. Non. c'est dommage parce que l'effectif, quand tu le regardes, on peut quand même clairement dire que enfin c'est du très haut niveau quand même. Ça fait un peu, ça fait envie. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient avoir un effet comme ça. Certes, il va se faire la question de l'importance de Maeda. Est-ce que Mm. ça vaut le coup de continuer à le faire jouer? Parce qu'on sait que des grands joueurs qui ont passé toute leur carrière dans des clubs deviennent des idoles en quelque sorte et quand elles déclinent, c'est très difficile pour le manager de les enlever de l'équipe alors que ça ferait un bien fou en général. Donc est-ce que Maeda va continuer à jouer alors que ses performances ne bénéficient pas à l'ensemble de la formation? Je me pose cette question. Et Morishita est très contesté sur les forums japonais et c'est un des deux entraîneurs qui est cité pour être l'un des premiers virés dans la saison, l'autre étant Kazama de Kawasaki. Bon D'accord. après juste Thomas pour dire Oui. bon ils ont quand même des échéances proches. Enfin je les vois pas continuer sur ce rythme-là. Ils ont montré des bons trucs en Abisko. Le match contre Tosu, je pense qu'ils auraient pu le gagner. Donc ils ont, je crois que leur prochain match en Abisko c'est contre Shonan. Après je sais plus contre qui. Bah peut-être contre vous. Ils enchaînent en G En League fait, contre dès la Shimizu. semaine, ouais, dès samedi prochain, c'est le Ouais derby voilà. à Shizuoka, au Nihondaira de Shimizu, ouais. Donc, Ouais bah on peut quand même dire que c'est deux bonnes occasions de remettre la machine à l'endroit quoi. Donc Ouais, et à puis voir. surtout, effectivement, un ouais. Nabisco, c'est un formidable laboratoire pour les équipes de Ouais. G-League. Tu peux faire jouer tous les joueurs qui ont peu de temps de jeu jusque-là et tester de nouvelles formules qui peuvent ensuite être appliquées dans la semaine en G-League. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment beaucoup mieux que la Coupe de la Ligue française. Effectivement, oui. Alors, en tout cas, c'est une performance qui soulève beaucoup de questions. Donc, c'est une équipe qui sera intéressante à suivre par la suite, hein, vous l'avez sûrement compris. Et après avoir parlé du Rawab, on va parler de l'autre équipe de Saitama, l'équipe de Omiya Ardija, Podium. qui atteint le podium. Alors cette semaine, Omiya réalise le coup de la semaine, un peu en allant s'imposer sur la pelouse du FC Tokyo, grâce à un but opportuniste de Zlatan. Alors c'est pas celui de Paris, c'est celui d'Omiya. Après une erreur de Shuichi Gonda, les écureuils prolongent leur série d'invincibilité et la portent à 15 matchs, soit seulement un de moins que le record établi par Kashima Antlers. Donc ils sont troisième. Alors, je suppose que toi, Manu, tu as vu le match comme toutes les semaines. Et Clément, est-ce que tu l'as vu, toi, ce match cette semaine? Ouais, j'ai regardé le match. Moi je l'ai pas vu moi. Ah, Ah, c'est tu quand l'as même pas vu? Ouais, non, je l'ai pas vu. Faut faire des choix, hein. Faut faire des dormir choix. ou Également en fonction. Bah non, moi je travaille le samedi matin tôt et non, en fonction de ce que t'as en rediffusion, c'est un peu compliqué de tout voir parfois. Surtout que les écureuils font pas l'unanimité des rediffuseurs, Ouais, effectivement. on peut dire ça comme ça également. Donc toi, Clément, tu as vu le match. Alors, est-ce que cette équipe est réellement impressionnante et justifie cette troisième place? impressionnante, non, mais solide, oui, très très solide. Ce qui a changé par rapport à l'an dernier, c'est que il y a une cohésion d'équipe entre la défense, le milieu et l'attaque qui est vraiment admirable. Le FC Tokyo faisait jusque-là une bonne partie de saison avec pas mal de prestations auréolées de beaucoup de buts, mais contre Omiya, ils ont jamais trouvé la solution. Ouais, là tu peux le dire. Hein. Moi, pour moi, j'ai quand même vu des highlights longs. Ça a l'air d'être quand même vraiment mérité, hein, comme Ah, c'est victoire. mérité, hein, mais c'était pas un bon Ouais. match. Ah C'était pas non. une grosse performance d'Omiya. Ils ont pas eu énormément d'occasions. Je crois Première le but. titularisation de Tomiyama, d'ailleurs, je crois. C'est ça, à la suite d'une blessure de Novakovic, il Mm. n'était pas remis à temps, donc il a été titularisé. Joueur un peu chien fou, voilà, il court partout, il tente beaucoup, peu de réussite lors de ce match, mais c'était surtout pour épuiser la défense adverse et puis parce qu'il fallait mettre quelqu'un C'est le devant nouvel et Okubo, un peu, alors.
Non, tu peux pas. Okubo, c'est quand même un joueur assez technique, qui sait ce qu'il fait, qui est puissant. Okubo est quand même largement meilleur que Tomiyama. Mais voilà, première titularisation pour lui, c'était une récompense de ses 2 premiers buts en G-League. On peut pas dire qu'il est vraiment convaincu, mais l'essentiel c'est la victoire. Grâce à un but de Zlatan, je disais que j'ai pas vu trop d'occasions pour Omiya. Je considère même pas que le but est une occasion, puisque c'est Gonda qui se trouve complètement sur un coup franc. Bah, les Il gardiens tente- font un mauvais début de saison en général, hein, on a l'impression là. c'est ça, il passe à travers, il tente une sortie des 2 points, mais il rate le ballon et Zlatan est à la retombée, tout content de voir le ballon arriver. Et ça suffit pour Omiya, qui est vraiment une équipe solide, quoi. Un milieu de terrain, Aoki, Kanazawa, qui ratissent les ballons, mettent la pression sur les milieux adverses, surtout Aoki qui cette année tacle dans toutes les parties du terrain. Il est vraiment impressionnant. Et puis Ouais, la reprise, grosse mention pour Takahashi aussi qui fait c'est ce que encore un j'allais dire. sacré Ouais. match. Ouais, tu le vois monter partout. Le gars, son apport offensif pour un défenseur central est impressionnant encore plus quand tu prends en considération le fait que le type défend très bien, quoi. Et C'est ça. c'était flagrant contre le FC Tokyo. Voilà. Et Ouais. puis pour le FC Tokyo, c'est toujours important de neutraliser Lucas qui fait jouer l'équipe entière. Et il a eu Takahashi sur le dos pendant 90 minutes et vu que Takahashi est beaucoup plus vif que Lucas, il a perdu beaucoup de duels et le jeu du FC Tokyo en a été neutralisé. Voilà, Takahashi, énormément d'interceptions, de jaillissements dans les pieds des attaquants du FC Tokyo. Et il a tenu l'équipe en défense à presque lui tout seul. Un match avec peu d'occasions, mais une belle victoire de d'Omiya qui confirme que cette saison ils seront là au rendez-vous, toujours pas perdu et on a du mal à les voir perdre de sitôt. De sitôt, Ouais. mais enfin, faut quand même dire que c'est le genre d'équipe. Moi, c'est peut-être le seul truc qui m'inquiète un peu, qui, à mon avis, quand elle commencera à perdre, je pense que ça peut aller vite, quoi. On a très souvent vu des séries de d'Omiya dans les saisons précédentes où les gars perdaient tout leur jeu, tout leur fond de jeu pendant de longues semaines. Donc voilà, ils vont être difficiles à prendre pendant un petit bout de temps. Mais moi, ma grosse question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de rebondir immédiatement lorsqu'ils auront des difficultés, ou alors est-ce qu'ils vont rentrer dans le rang? Et malheureusement, je m'attends un petit peu plus à cette deuxième option. Mais pas au point de la 13e place. Ça semble mieux parti. Ça semble mieux parti que d'habitude. Ouais. Et D'accord. puis il y a l'échéance prochaine, tu l'as évoqué dans ton petit résumé, mais ce sera l'occasion de battre le record d'invincibilité de Kashima Antlers. Ce qui n'est pas rien, Cette oui, rencontre effectivement. en 2009. Et on sait qu'à l'approche des records, il y a beaucoup d'équipes qui craquent. Donc peut-être qu'eux aussi craqueront avant d'atteindre cet Tu penses accomplissement. qu'ils l'ont en tête ce record? C'était dans les journaux et on sait que beaucoup de Ah joueurs bah lisent les oui, si la journaux. presse s'en mène alors. Donc voilà, les journaux japonais type El Golazo proposent énormément de statistiques, parfois moins pertinentes, plus ou moins pertinentes, mais voilà, c'est assez significatif quand même. 16 victoires, 16 matchs sans défaite. Ça traduit la très bonne forme d'Omiya depuis l'arrivée du technicien slovène Verdenik. D'accord. En tout cas, donc ça confirme un peu le bon début de saison de Omiya et l'impression qu'on avait du FC Tokyo dont on a déjà parlé dans les précédents podcasts. Et du coup, on ne verra pas le 5e bon match de Kazuma Watanabe en G-League, ce qui aurait scellé sa place en sélection. Ça sera reporté à plus tard et on va enchaîner avec mon petit club à moi, Shimizu S-Pulse. Qui Bon, lui, c'est pas très intéressant, hein, fais vite. non, on va passer rapidement dessus parce que ils ont juste gagné un match, donc c'est sûr que ça change un peu des précédents matchs. Mais sur le contenu, ouais, c'est vrai que c'était pas forcément le plus grand match qu'on ait vu cette semaine, même s'il y a eu beaucoup de matchs assez moches finalement en cette 5e journée. Donc c'était sur la pelouse du Sagan Toss, qui est quand même une équipe chez qui il est difficile de gagner. Et Shimizu a gagné sur le score de 1-0 grâce à un but de Barré. Donc c'est son premier but de la saison. Alors Barré, c'est un joueur qui a la confiance du coach, hein, qui a clairement la confiance d'Afshin Godby. On le voit aussi en dehors du terrain. Ils se font des petites tapes dans le dos, des
des petits sourires et tout. Donc c'est un binôme qui est en pleine confiance malgré les récents résultats. Et comme quoi ça a payé, puisque Barré a marqué un très bon but d'attaquant de haut but, frappe en pivot, qui passe sous le gardien. Ce qui permet de casser la série de défaites, de mauvais résultats de Shimizu, et peut-être de lancer sa saison réellement en attendant le derby de la semaine prochaine et le match face à Frontale mercredi. Est-ce que vous avez un avis sur cette première victoire de Shimizu S-Pulse? Franchement, je m'en fiche un peu, hein, il faut le dire. J'ai regardé, c'était un bon match, hein. Mais Shimizu peut s'estimer heureux de voir le retour de Likije en défense. Ça va stabiliser Ouais, gros un peu match tout de ça. Likije, ouais. C'est ça, Effectivement. et Iraoka aussi. Par Ouais, rapport à... c'est la défense qui a fait vraiment la différence, je pense, par rapport au précédent match, parce que même si elle n'est pas encore très sereine, elle a quand même bien résisté aux attaquants de TOS qui sont quand même assez redoutables, hein. Ils sont plutôt réputés pour être assez efficaces, donc sans être tout à fait parfaits dans la relance, ils ont au moins été solides devant leur but, et puis Hayashi toujours la main sûre quand il faut. Donc de ce Ouais, point de vue-là, c'est assez rassurant pour la suite, ouais. c'était un bon test pour Toyoda qui allait affronter un défenseur central étranger en la personne de Jean Gapin et il a clairement eu du mal à le dominer comme il domine ses compatriotes japonais physiquement. Jean Gapin est assez costaud et j'ai du mal à me souvenir d'une occasion de Toyoda pendant ce match. Après, il a été malchanceux puisque je sais pas si tu te souviens de cette action, Thomas, mais vers la fin de la première mi-temps, il y a Toyoda qui dépasse Jean Gapin à la suite d'une balle en profondeur et se fait pousser dans le dos. Et c'est lui qui prend un carton jaune alors que normalement ça devrait être effectivement. ça devrait être Jean Gapin qui aurait dû être crédité de la faute et peut-être de prendre plus qu'un carton jaune étant donné que c'était position de dernier défenseur et annihilation d'action de but manifeste. Ce qui Mais n'aurait bon, pas été étonnant, parce que Jean Gapin, depuis le début de saison, il a en moyenne 1 ou 2 âneries par match. Donc il passe son temps à se faire remarquer pour ses fautes, soit de placement, soit d'interception. Donc ça m'aurait pas surpris qu'il écope encore d'une sanction là, mais c'est bon pour sa confiance et peut-être qu'il va commencer à se comporter avec un peu plus de discipline lors des prochains matchs, vu qu'il a prouvé là qu'il pouvait tenir 94 minutes sans faire de bêtises. Donc c'est aussi bien pour lui, je pense, à titre personnel. puis le jeu de Tosu est quand même beaucoup moins inspiré que celui d'Hiroshima. La balle circule moins vite et ça recherche moins les espaces, donc il a eu beaucoup plus de facilité parce qu'il était souvent en duel avec Toyoda et au duel, un défenseur a plus de chances de prendre la balle qu'un attaquant qui doit se soucier du contrôle et tout ce qui s'ensuit. Donc un bon match pour Shimizu face à une équipe de Tosu qui est un peu plus en difficulté que la saison dernière, hein. Elles ont déjà pris 10 buts alors que au même stade l'an dernier c'était 5 buts. Pour une équipe qui se targuait d'avoir une défense de fer, ça fait plutôt mauvais genre. Donc à voir ce que Tosu fera cette saison. On dit souvent que l'année de la confirmation est la plus difficile et ça risque de se vérifier. Ouais, effectivement, oui. Alors peut-être qu'il y a la notion de prudence qui est un peu disparue par rapport à l'année dernière où ils venaient de monter. Mais en tout cas, ça sera intéressant de voir comment ils vont supporter la deuxième année sur le long terme. Encore une équipe à suivre, ça sera sans doute intéressant d'analyser leur saison. On va passer à Kashima, qui se donne de l'air en remportant son deuxième match de la saison face au Cerezo qui jusque-là était invaincu, en profitant d'une nouvelle bourde du gardien. Alors cette fois, c'est Kim Jin-yeon, je sais pas si on prononce comme ça. Oui, c'est Clément. un gardien sud-coréen. Sud-coréen, effectivement. Kim Jin-young, ouais. Ouais, Ouais. il est sud-coréen. D'accord, donc c'est une bourde bien exploitée par Davi et par le buteur Yasushi Endo. Donc Manu, je crois que tu as vu le match. Ouais, je l'ai vu le match pour le coup. Ouais, bah je vais passer rapidement dessus parce que faudrait qu'on dise un mot des promus quand même. On vous a promis les promus, ça vient juste derrière. Ouais, bah non, Kashima, on avait déjà parlé avec Clément sur le dernier podcast du fait que bon, l'équipe a été pas rodée, il y avait les choix un peu particuliers de Toninho Cerezo sur notamment Aoki en défense centrale. Enfin bon voilà, on avait dit un certain nombre de trucs là-dessus. Moi, j'ai trouvé que contre Osaka, ça tenait plutôt la route.
C'est pas Même mal. si, voilà, même si c'était pas flamboyant, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Un bon Davi qui a bien mis la pression sur la défense, alors que globalement, je pensais que c'était vraiment le genre de match où t'allais pas attendre une catastrophe côté Moniwa et Fujimoto, parce que je pense que ce genre d'attaquant assez grand, assez fort, c'est le type de duel qui leur convienne. Et quand ça va pas trop vite, Fujimoto et Moniwa, ça tient encore à peu près la route. Déçu, donc en tout cas oui, bon, c'était un bon match de Kashima. Motoyama sort tôt, mais il a montré quelques beaux gestes en première mi-temps, Ah, la et classe. ouais, grande classe, hein, tu sais, les belles passes dans l'intervalle et tout. Bon, je trouvais l'attaquant, c'était bien, hein, encore un très bon Shibasaki, mais ça ça devient habituel. Et également pareil, il sort tôt dans le match, mais Endo, au-delà de son but, toujours cette Surtout. activité, c'était très bien également. Donc voilà, un bon Kashima. Je suis un petit peu plus sceptique sur Maeno, cette arrière qu'ils sont allés Ah, chercher moi j'ai. à Ehime pour le coup, je crois. C'est ça, Voilà, mais moi je suis pas trop d'accord avec toi sur le coup, moi j'aime pas puisque trop, hein. c'est un des changements que Toninho a effectué, hein, puisqu'on parlait d'une équipe qui était assez vieille, qui ressemblait à celle qui mettait en place en 2004. Et là, devant la pénurie de victoires, il a effectué quelques changements. Mm. Il a mis Maeno à la place de Nakata à gauche. Oui, non mais Il là a, évidemment, il a aussi changé Juninho. Il a remis Endo. Numériquement, il remplace Osako, mais Juninho aussi n'est plus dans l'équipe. Et Maeno, moi, j'ai trouvé que c'est pas mal du tout, quoi. C'est un joueur rapide, technique. ouais. Sur le côté, il est assez, comment dire, intrépide dans le sens où il n'hésite pas à monter, à tenter des actions difficiles. Il est surtout beaucoup plus mobile que Nakata, qui est un peu sur ses dernières jambes. Donc voilà, je pense que ça a contribué à rendre l'équipe meilleure. Et puis deux coïncidences qui sont intéressantes et qui sont intervenues lors d'un Kashima Cerezo Osaka. Il y a 2 ans, Kim Jin-young avait déjà fait une erreur. Tout le monde se souvient de la balle qu'il avait relâchée et de Tashiro qui rôdait derrière et qui avait ensuite marqué un but de pur renard. Et puis surtout Yasushi Endo qui refait un excellent match contre le Cerezo l'an dernier. Kashima était mené 2-0 et il avait amorcé le retour de l'équipe et avait inscrit le but de la victoire 3-2, une superbe frappe du gauche. Donc face au Cerezo, il met toujours son jeu au niveau et voilà, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement et un des rares joueurs dont je ne doute pas du tout du succès en Europe parce il a une certaine puissance malgré sa petite taille. Il est assez solide sur ses deux jambes. Il profite de son centre de gravité assez bas. Il n'hésite pas du tout à aller au duel à l'épaule. Et il a surtout une grosse accélération. C'est quelqu'un qui fixe et qui peut faire la différence à un crochet. Il a raté un but de peu d'une frappe du droit. Après avoir mis son défenseur dans le vent, c'était assez intéressant. Donc c'est un joueur qui a commencé à être utilisé avec d'intensité il y a 3 ans par l'ancien entraîneur brésilien Oliveira. Je croyais qu'il était devenu titulaire indiscutable il y a 2 ans, mais c'est toujours pas le cas. C'est que c'est quelqu'un qui rentre et qui sort de l'équipe occasionnellement, mais il a vraiment besoin qu'on lui fasse confiance sur le long terme parce que c'est quelqu'un qui pourrait mener Kashima vers les hauteurs qu'il a perdu il y a Bah, quelques saisons. ça a l'air bien parti en tout cas. Donc, bah, du coup, on va passer au premier puisqu'on vous l'a promis lors du dernier podcast. Et justement, cette semaine, il y avait le match Oita Trinita Ventforet Kofu, qui sont deux des trois promus, le troisième étant le Shonan Bellmare. Et à l'occasion de ce match, le magazine El Golazo, dont tu as parlé, Clément, qui est un peu l'équivalent de France Football, publiait une statistique tout à fait pertinente au sujet des promus. Alors, les derniers à s'être sauvés possédaient au moins 5 points à l'issue de la 5e journée. Les deux équipes dont on a parlé, Oita Trinita et Ventforet Kofu, en comptent 2. Et cela signifie que celle qui sortirait vainqueur de cette opposition conserverait ses chances de survie. Et il se trouve que c'est le Ventforet Kofu qui peut respirer grâce à un but de son incassable défenseur vétéran Yukio Tsushiya, auteur d'une tête rageuse sur un centre de Koki Mizuno. Donc vous avez sûrement des choses à dire là-dessus, parce que c'est intéressant comme statistique ça. Ouais, ouais. Oita, malheureusement, je pense qu'on s'y attendait tous un peu. Morishima sur le banc, c'est quand même intéressant de voir ça, hein, puisque tout le monde s'attendait à ce qu'il mène un peu l'attaque de Oita cette saison. Et gros, À la place, on lui est préféré
Peut-être pas forcément sans raison, hein, mais Il est gros, Takamatsu. Manu. Oui, il est gros, il y a pas de, C'est y a pas pas de possible problème, de hein. jouer en J1. En plus, c'est pas non plus un grand technicien. Donc, si en plus il est pas au top physiquement, c'est pas la peine. Tant qu'il sera plus large que je sais pas moi, Jean-Claude Darcheville, il pourra pas jouer en première division. Sacré Bon, Jean-Claude. en tout cas, Takamatsu, je suis pas sûr qu'ils y perdent énormément au change, hein. Mais je suis un peu triste pour Oita parce que l'équipe, il y a quelques joueurs de qualité. Moi, par exemple, j'aime bien Marutani au milieu. Mais il y a quelques joueurs que j'aurais bien aimé voir également, que je verrai sans doute pas, comme Tameda, qui m'avait beaucoup plu quand je le voyais en Il deuxième est division blessé. l'année dernière. Ah, il est blessé? Bon, bah, je C'est savais ça, pas. ouais. Et Matsubara également, qui a un autre un peu espoir au poste de défenseur. Mais bon, c'est pas vraiment le moment, hein. Là, ils sont à la recherche d'une première victoire en G-League. Je pense que malheureusement pour Oita, Il y a ça quand va même, être il y a quand ouais. même des choix qui sont quand même très discutables, comme le fait d'avoir fait jouer Takagi, l'ancien joueur de Shimizu et de Gamba pendant au moins 4 journées, alors qu'il a accumulé les bourdes avec tous ses anciens clubs et qu'il a aussi continué de faire des bourdes avec Oita qui ont coûté plusieurs points. Il est enfin sorti de l'équipe, mais le mal est fait et Oita n'a que 2 points. Et puis il y a quelques sélections qui sont discutables, par exemple en défense, la présence de Wakasa qui l'an dernier était un remplaçant en deuxième division et qui devient titulaire en première division. Alors soit la deuxième division c'est plus difficile que la première, soit l'entraîneur a un peu perdu la tête. Tu parlais de Matsubara, c'est un jeune qui est assez prometteur. Je préférerais largement voir un jeune prometteur qu'un jeune qui n'est pas prometteur et qui en plus était remplaçant la saison dernière. Bah disons que c'est le genre de truc où tu te dis que bon c'est très bien de recruter plein de défenseurs, mais quand tu recrutes que des défenseurs moyens, ça me rappelle un peu le recrutement un recrutement à la Sapporo là, ils vont chercher Kodama, ils vont chercher Tsujio, ils vont chercher Fukaya à Omiya, c'est que des garçons qui ponctuellement peuvent remplacer mais qui ont assurément pas le niveau pour te maintenir une équipe en G-League. Je pense que c'est triste mais je pense que malheureusement Oita est pratiquement déjà condamné. Ils prendront pas pour le moment en tout cas, ils prendront pas de grosses caisses parce que ça joue pas trop mal. Mais voilà, je pense que pour Oita ça va être très compliqué et je pense également. Mais ça aussi j'espère parce que comme ça c'est mes mes previews de saison se révéleraient juste pour une fois donc ce Ah bah ça serait sera un petit événement, oui. ouais, ce serait sympa, mais je pense également que ce sera très compliqué pour Kofu, même s'il y a quelques joueurs qui se révèlent. Je vois un paquet d'équipes au-dessus du Ventforet Kofu, et Moi Hmm. aussi. et voilà, même si il y a des Ils font garçons. des Et efforts quand même, hein. ouais, Ils bien font sûr, des et efforts. Regarde, j'étais ils ont recruté un attaquant paraguayen, José Ortigoza, qui avait quand même fait des ravages dans le championnat coréen il y a 2 ans, 17 buts, je crois. C'est typiquement le genre d'attaquant qui a le potentiel pour effrayer les défenses de J-League. ouais. Ils ont aussi recruté un autre joueur, un Brésilien, Marquinhos, qui là est encore un peu plus vieux. Je crois qu'il a 36 ans et qu'il avait déjà fait un passage au Japon il y a 4 ans au Jubilo Iwata. Donc il n'avait pas marqué les esprits, mais bon, s'ils l'ont recruté, c'est qu'il correspond à un besoin. Voilà, c'est une équipe qui fait des efforts. Ils recrutent parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en danger. Il y a quand même pas mal de bons joueurs, hein, type Tsuchiya qui a marqué le but. Tu parlais d'incassable défenseur vétéran Thomas. Là, franchement, c'est admirable ce qu'il fait. Il a 40 ans, Tsuchiya. Mais quand tu le vois jouer, tu te demandes il a 30 ans parce que il saute haut, il est rapide, il est alerte, les réflexes sont encore là. C'est un joueur qui impressionnait au Tokyo Verdy, mais on se demandait s'il pouvait faire la transition à la première division à 40 ans. C'est une division qu'il avait déjà connue il y a longtemps avec Omiya, mais il avait quitté le club à cause d'ennuis personnels. Il était allé rechercher la tranquillité de la deuxième division. Et là, il a décidé de saisir un nouveau défi. Et pour l'instant, c'est pas mal du tout. Si Kofu arrive à se maintenir avec une défense centrale, euh, avec un type de 35 ans et un autre de 40 ans, ce sera un exploit exceptionnel. Mais contrairement à Manu qui les voit descendre, c'est ce que tu disais, c'est ça, tu les vois descendre. Ouais, je pense que ce sera très compliqué, même Moi, il y je a pense que c'est quelques. ouvert. Il y a quelques joueurs que j'aime bien. Tu parlais, il y en a que t'as pas cité, hein. Kashiwa, Izawa, c'est quand même pas mal, je trouve. C'est jeune et c'est bien. Ils ont beaucoup de joueurs, Leurs hein, il y a universitaires, beaucoup de leurs profondeur. universitaires, ils sont bien aussi, hein.
les types qui sont récupérés, là, Kawamoto et Kaneko, c'est pas mal, hein. Kaneko, ouais, Makoto Rindo, enfin ils ont ouais. beaucoup de joueurs, hein. Ils ont au moins 30 ou 35 joueurs pro qui pourraient prétendre à être dans l'équipe pendant le week-end. Donc c'est difficile pour Joe Fuku de faire sa sélection. Après tu peux avoir 35 joueurs moyens, ça ne sera jamais une bonne équipe, mais il y a clairement de quoi se sauver. On n'a pas vu que des bonnes équipes se sauver en G-League. Ouais, le potentiel. non, mais là-dessus c'est un point pour toi, mais si tu veux, c'est bête, mais c'est par comparaison, quoi. Très souvent, je regarde les effectifs en début de saison, je me dis ouais, bon, ils sont en équipe pas mal, mais est-ce qu'il y a pas telle équipe qui est supérieure? Et par exemple, tu vois, si on me dit entre Kofu et Shonan, est-ce que t'en vois un se maintenir malgré la série récente? Je vois mieux Shonan se maintenir en deuxième division que Kofu, et comme statistiquement très souvent on a deux promus qui tombent, je me suis dit voilà, je pense qu'ils ont de belles chances de descendre quand même. Alors Shonan justement, ouais, on va parler un petit peu de Shonan, le troisième promu qui a fait match nul contre Kawasaki Frontale cette semaine. Et justement, ils ont 3 nuls au compteur, mais aucune victoire encore. Alors c'est vrai, peut-être que c'est mauvais signe pour le maintien, ça déjà. Ouais, mais il y a des performances qu'ils ont faites qui étaient pas mauvaises, hein. Pour leur match face à Kawasaki, apparemment c'était pas terrible non plus. Puis là encore, je crois que les manques niveau conditions de jeu c'était un peu catastrophique. Mais non, il y a des performances qui étaient intéressantes. Et puis Shonan, c'est une belle équipe, c'est une équipe très jeune, et donc il va falloir beaucoup plus de temps, je pense, de rodage que pour d'autres équipes. C'est une équipe qui a pas fait une exceptionnelle saison l'année dernière en deuxième division non plus. Donc non, Shonan, ce qui me fait dire ils ont sans doute plus de chances de se maintenir, c'est qu'en termes de potentiel, je trouve qu'ils pourront atteindre un niveau qu'à mon avis Kofu ne pourra pas atteindre. Je pense que quand des garçons comme Taketomi, évidemment, hein, c'est facile de le citer, hein, mais Taketomi, Kikuchi auront vraiment pris leur marque en première division, et puis quand Endo reviendra de blessure aussi, ça me paraît difficile de les mettre dans la charrette pour la deuxième division. Voilà. Moi, Mais j'ai plus ouais. de doutes. Hein. Je vous le dirai. C'est bien. On est en désaccord et puis à la fin de la saison, on verra que j'ai raison et puis voilà. Vous réglerez vos comptes, effectivement. Oui. Le problème de Shonan, c'est que face aux gros, comme par exemple Yokohama ou Nagoya, ils avaient clairement atteint leur seuil de compétence. C'était actuel. Leur seuil de compétence actuel. Non, mais c'était impossible de les voir gagner le match, quoi. Contre Nagoya, ils ont été dominés du début jusqu'à la fin. Contre Yokohama, même s'ils ont eu leur chance à un moment du match, ils en ont quand même pris 4. Même les petites équipes de G-League dans le passé, elles arrivaient toujours à faire des résultats surprises. Alors qu'avec Shonan, il y a un sentiment d'impuissance qui se dégage de l'équipe, qui fait que souvent tu considères que le nul, c'est la meilleure issue qui puisse arriver à leur match. Donc 3 matchs nuls, c'est un résultat assez parlant jusque-là. Toujours pas de victoire et quand même en attaque, il y a un certain manque de buteurs. Kirino n'est pas là, mais même Kirino, c'est un type qui arrivait plus à marquer des buts en deuxième division et tout le monde sait qu'il est rapide, donc c'est plus facile de le jouer. Et derrière ça, il y a que des jeunes. Et les jeunes, de temps en temps, ils peuvent se révéler, mais aussi ils peuvent te faire descendre parce qu'ils sont pas encore prêts pour jouer à l'échelon supérieur. Donc c'est pas que je vais faire du mauvais esprit, mais je le sens assez mal pour Shonan. D'accord, bon on va voir si à la fin de la saison ton avis se vérifiera, Clément. Hein, et puis Écoutez, j'ai parié que Valbuena serait titulaire indiscutable en équipe de France en 2002, donc j'ai souvent raison avec tout le monde. T'as parié beaucoup de choses. Enfin, je sais pas. Bon. Je citerai pas, mais je suis sûr que si je fouille dans le forum sur tes pronostics de saison, tu sais pourquoi on peut trouver du pas mal. Parce que t'as rien à dire. Ah mais ok, j'ai rien à dire. Je vais revenir avec de ces dossiers au prochain podcast. Tu verras si j'ai rien à dire. Bon courage. Ça sera divertissant, oui, effectivement. Voilà, donc on va rappeler un peu les autres résultats. Des matchs dont on n'a pas parlé. Donc le Vegalta Sendai à domicile s'est incliné face à l'Albirex Niigata, donc petite surprise là, quoique pour certains c'est un peu logique, on en avait parlé lors du magazine vidéo. Donc le FC Tokyo qui s'est incliné aussi face à Omiya Ardija, Sanfrecce Hiroshima qui s'est incliné face à Yokohama, Sagan Toss qui s'est incliné face à Shimizu, Oita Trinita qui s'est incliné face à Kofu, et Kashima Antlers qui ont gagné contre le Cerezo Osaka. Et le gros score de la semaine, il est du côté de Kashiwa avec ce nul 3-3 face à Nagoya Grampus.
Shonan Bellmare donc sont nuls face à Kawasaki Frontale et Urawa Red Diamonds qui a gagné 2-1 face au Jubilee Wata dans des conditions difficiles. Donc, Ça chauffe avec alors Clément, Thomas, Clément, non mais c'est juste pour dire au passage que l'année du titre de Kashiwa, Coupez le micro. il y a une annonce à faire. L'année du titre de Kashiwa Resolve, c'était en 2011, donc C'est ça. je cite, hein, j'ai le truc sous les yeux. Après, bon, on pourra le mettre en image de fond si le podcast est diffusé sur YouTube. Je cite, tiens, il me semble que c'est Clément, relégué en 2e division à la fin de saison, Kashiwa Resolve. Et 2e relégué à la fin de saison, Vegalta Sendai, donc nos 2 premiers du classement. Merci, bonsoir. Ah, t'es pas allé chercher bien loin finalement. Ah bah si tu veux, hein, quand c'est aussi parlant, bon. Écoute, je peux pas parier sur les choix des syndicats du crime à Hong Kong, tu vois. Moi j'utilise la raison. La raison disait Kashiwa en 2e division. Et tu dois avoir un riche indonésien ou hongkongais qui a dû mettre un paquet de fric sur Kashiwa. Et ils ont été champions. Mais qu'est-ce que tu Non veux, mais ça- voilà, bah, c'est bien, mais moi je Pas salue du ta foot, hein. clairvoyance. Thomas, on peut passer à la suite, hein, si tu veux. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, au classement, donc Yokohama qui continue son sans faute pour le moment, avec 15 points en 5 matchs. Suivi de près par Urawa qui tient la route malgré ses performances un peu moins bonnes en Champions League. La surprise de cette saison pour le moment, c'est Omiya Ardija, 3ème. Le Cerezo Osaka, 4ème avec 10 points. Nagoya Grampus, 5ème avec 8 points. Kashima, 6ème avec 8 points aussi. Sanfrecce Hiroshima, 7ème avec 7 points. Kashiwa, 8ème avec 7 points. FC Tokyo, 9ème avec 6 points. Sagan, 10ème avec 6 points, Vegalta Sendai 11ème avec 5 points, Ventforet Kofu qui sort un peu la tête de l'eau avec 5 points se place en 12ème position, juste devant le Shimizu S-Pulse qui est 13ème avec 5 points également, Albirex Niigata 14ème avec 4 points, Kawasaki Frontale 15ème avec 3 points, Shonan Bellmare donc qui pour le moment est relégable avec 3 points 16ème, Jubilee Iwata qui n'arrive pas à s'en sortir en ce début de saison 17ème avec 2 points, et enfin bon dernier Oita Trinita avec 2 points qui lui est vraiment mal barré. Donc on va peut-être passer à cette question en ce qui concerne l'équipe nationale. Donc on a eu Ouais, un on va faire petit vite, début hein, de débat. Thomas, parce On va que là, le traiter rapidement. Donc il y a eu des petits questionnements au sujet du rôle de Endo et de ACB en équipe nationale. Donc je voudrais avoir votre avis rapidement, messieurs. Des questionnements, tu rigoles ou quoi? Il y avait des émeutes dans la rue tellement c'était une question qui passionnait les gens. On s'est senti obligé d'en parler dans le podcast. C'est une question qu'on a déjà abordée plusieurs fois et on a C'est vrai qu'on en déjà a pas mal étalé. parlé de ça. C'est vrai, on a Pas assez étalé- visiblement. On a étalé notre fantasme numéro 1 qui était de voir Honda reculer et prendre la place de Endo. Mais malheureusement. J'ai jamais dit ça, moi. T'avais dit ça? Ah non, j'ai jamais dit ça. Pourquoi tu J'ai jamais dis dit que tu voulais Honda à la place de Endo. Tu fais reculer Honda comme ça, tu mets Kagawa en 10. En même temps, je dis tellement de trucs que si ça se trouve, c'est possible. Mais je Tellement m'en de souviens. conneries, oui. Ouais, bon, non, mais moi, y a pas de problème. Hein, contrairement à toi, je le reconnais, mais franchement, là, je vois pas du tout. Mais c'est pas un pronostic, donc ça aura pas de conséquences négatives si ça se fait pas. Bon. Oui, bon, on avait parlé de Honda qui reculerait d'un cran pour pouvoir jouer à la place d'Endo. C'est ce qu'il fait aussi de temps en temps avec le CSKA Moscou. Ah ouais, si, je l'avais dit. Voilà, Pardon, c'est excuse-moi. Ouais, T'as voilà, retrouvé il le fait ton avec- poste, ça y est? Il le fait avec le CSKA Moscou, mais bon, on se souvient qu'il avait exprimé son mécontentement sur son positionnement quand il était dans un rôle plus défensif. Donc à voir s'il est prêt à le faire en équipe nationale, mais bon, on peut imaginer qu'il se taira devant les intérêts dans des intérêts supérieurs. Reste que Endo, c'est le numéro 1 dans l'esprit de Zaccheroni, donc on peut en parler pendant 10 ans, mais il se peut très bien qu'il continue d'être titulaire jusqu'à la Coupe du Monde et comme certains l'ont entrevu, ça risque de poser un problème puisqu'il avance plus. Oui, c'est son âge surtout qui pose problème. Oh, il avance plus. Ah, C'est dur. tu as regardé Non, le je match blague. contre. Non, mais oui, mais je blague, c'est bon. Mais c'est une impression qu'on a depuis l'année dernière déjà. Hein. Ouais, bah, c'est une impression qu'on avait déjà, tu sais, avant la Coupe du Monde 2012, hein, non pas 2012, celle 2010. d'avant, voilà, 2010. Je me rappelle de gens qui disaient sur le forum, mais Endo, il y a un problème, il marche et tout ça. Hein, pour Endo, c'est une Ouais, j'en question faisais qu'on a partie, toujours je pense. Oui, c'est possible, hein, mais bon, moi je pense que la question du remplacement de Endo, quelque part, elle se pose pas parce que tu peux pas le remplacer. T'auras jamais un Pour le joueur moment, dans le même style. Hein, c'est quand tu changeras en fait.
Donc quand tu remplaceras Endo, tu changeras un peu le style de jeu de l'équipe parce que personne n'est capable de actuellement en remplaçant potentiel, je vois pas de joueur capable de faire ces longues passes, je vois personne dans le même style. Mais sur ACB, je trouve les gens durs quand même. Enfin, c'est mon avis, hein, vraiment, mais je trouve les gens durs. ACB a toujours su être présent dans les gros matchs, hein, si tu veux. Là, c'est ok, on l'a vu un peu piétiner il y a pas longtemps, mais il faut aussi reconnaître que ACB, il a une saison beaucoup plus compliquée cette année que les années précédentes. Beaucoup moins de temps de jeu quand même. Oui, même Donc moi qui suis pas l'Europe, j'ai l'impression ouais, qu'il joue pas beaucoup. Ouais, donc, Ah, vraiment. il rejoue quand même, hein. Il Il était rejoue en ce titulaire, moment, mais si tu veux, il y a une titulaire lors du dernier match. Bon, il Ah jouait mais milieu attends, droit, c'est pas trop. ouais, il rejoue, il est Ah, il baladé rejoue. de milieu droit à C'est le latéral. problème. C'est voilà, je pense que c'est aussi un problème quand le type arrive en équipe nationale, c'est pas forcément positif. Donc moi je me dis très souvent si ACB retrouve les gens oublient vite, hein. Je trouve ce qu'ACB a pu faire comme match et sortir comme performance par le passé. C'est ça le nœud Et du problème. ouais, c'est C'est l'inclination des gens envers les jeunes. C'est entre un jeune qui est moyen et un vieux qui est bon, les gens iront toujours vers le jeune qui est moyen parce qu'ils ouais, en veulent de la espérant nouveauté. qu'il gagne en Voilà, niveau après. Ouais, ils veulent d'accord. sentir du potentiel. Alors que le jeune du passé, c'est le vieux de demain. Mais ça, ils s'en foutent. Ils veulent de la ouais, nouveauté. Donc bien ACB, sûr. Et puis ça fait 6 ans. Et même si le mec il est bon, eh ben, le premier jeune venu qui fait 3 matchs en G-League, eh ben, il faudrait l'essayer tout de suite à la place d'ACB. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est complètement, là encore à mon avis, hein, mais c'est complètement erroné comme vision, c'est que finalement t'as aucun critère quand tu te ramènes, tu te dis ouais mais super, mais ça se trouve, je sais pas, tel joueur de G League qui a 21 ans, il serait bien meilleur qu'ACB, il a beaucoup plus de potentiel. Qu'est-ce que t'en sais qu'il a du potentiel à la fin? Enfin sérieusement, le gars, on le voit sur 5 matchs de G League, on le voit pas au niveau international, on le voit pas dans un club européen. À la place, t'as ACB. Bon, ACB, il a pas 34 ans, hein, je crois qu'il en a 28, 29. Il 29, est, ouais. il est installé en Bundesliga depuis 5 ans, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des raisons, tu vois. Ah, mais je suis Voilà, d'accord, moi. moi c'est un truc, je trouve, faut arrêter de jeter à la poubelle trop vite. La question de Endo, c'est légitime de la succession de Endo, c'est légitime bien sûr de la poser parce que Endo est pour le coup plus vieillissant que ACB et ça fait quand même un petit bout de temps qu'on commence à constater que parfois il est un peu en difficulté. Donc c'est normal de s'interroger là-dessus. Pour ACB, je trouve que par contre c'est un peu dur, vraiment. Mais ce que les gens oublient ou qui ne savent pas, c'est que ACB, à ses débuts, c'était un jeune très très prometteur. C'était Ouais, bien sûr. l'équivalent d'un Shibasaki. À l'époque, ACB en plus ne jouait pas milieu de terrain défensif, il était plutôt offensif. Et c'est un type qui marquait régulièrement des buts magnifiques, qui faisait des raids au milieu de terrain, il driblait plusieurs joueurs. Et quand il a été signé par Wolfsburg, c'était un milieu offensif. Ensuite, les besoins de son équipe allemande ont fait qu'il a dû reculer d'abord au milieu de terrain défensif, puis ensuite en arrière droit. Et c'est à Ouais, ce c'est triste. poste-là qu'il a été champion. C'est bien pour l'équipe nationale, mais d'ailleurs c'est un truc C'est que tu vrai? retrouves souvent, hein, tu sais, des joueurs un peu exotiques qui arrivent dans des équipes qui sont à vocation offensive et finalement qui sont reculés sur le terrain. Mais Enfin, moi je pense juste à un truc, mais rien que Mikel à Chelsea, c'est un garçon qui au Nigeria jouait numéro 10 et bon très souvent a été reproché au club londonien d'avoir un peu cassé son football quoi. Je pense doit y avoir pas mal d'exemples comme ouais, ça. bah ça tu peux le reprocher à Wolfsburg quand même, parce que Ouais, bien quand sûr. tu te souviens à CB au Japon avec Urawa, que c'était un joueur assez Il créatif, cassait des reins, hein. ah ouais, beaucoup Mm. d'accélération, il marquait des buts magnifiques. Bon, ça je l'ai déjà dit, mais voilà, c'était vraiment un espoir japonais en attaque. Et puis ensuite, il s'est complètement transformé en un travailleur de milieu de terrain, un joueur. Bon, c'est toujours un leader, hein, mais c'est un joueur complètement différent de celui qu'on aurait pu espérer à l'époque de son émergence en pro. Donc voilà, c'est un exemple à ressortir quand tu parles des jeunes qui sont prometteurs. C'est voilà, le jeune prometteur d'aujourd'hui, c'est le joueur banal de demain. Donc il faut pas s'exciter trop vite sur les jeunes. Après, tu l'as dit, Endo, on peut se poser des questions légitimes à son sujet, mais le tout c'est de bien débattre, c'est de pas céder au jeunisme à tout prix et de reconnaître quand un vieux il est bon ou quand il est mauvais. Parce que c'est sûr qu'on a déjà parlé dans le passé du déclin de Endo, mais entre-temps il a quand même réussi quelques bonnes performances qui ont atténué un peu la déception à son sujet. Donc il faut savoir si vraiment Endo est sur le déclin ou si c'est plutôt nos envies de voir de la nouveauté qui nous dictent de l'enlever de l'équipe. Et Moi personnellement,
je pense que c'est le moment de lui dire au revoir parce qu'il y a une Coupe du Monde qui se profile dans 2 ans Ouais. et si tu veux vraiment espérer quelque chose à cette occasion-là, tu dois avoir des joueurs au milieu de terrain qui puissent courir. Tu On vas peut dire rencontrer on peut dire un c'est tout ça. dernier truc également qui est que Zaccheroni, c'est un être humain et en plus c'est un entraîneur expérimenté, donc qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec lui, les questions de succession de Endo, il est évident que Zaccheroni se les pose aussi. C'est pas un obstiné têtu qui a je sais pas qui est complètement aveugle. Donc si actuellement Zaccheroni, je veux dire il faut faire confiance aussi un peu parfois. Si actuellement Zaccheroni continue à mettre Endo, il le fait dans le bien de l'équipe. C'est que quelque part, il doit croire que c'est dans le bien de l'équipe et que la réflexion doit être plus ou moins poussée, il doit également savoir des choses qu'on ne sait pas. Donc, c'est Mais c'est toujours un des peu le trucs qui... discours qu'on a sur le forum régulièrement aussi, hein. Ouais. Mais le risque, c'est que Zaccheroni ait tort, parce que bon, il Ouais, a non, un bien sûr, passé qui mais... parle pour lui. Il a quand même été champion avec le Milan et il fait quelques bonnes saisons avec Udinese où il a, semble-t-il, révolutionné le football italien. Enfin, moi, je suis pas trop spécialiste, mais il a utilisé un système de jeu qui a ensuite fait Ouais, loi en Italie. ah Mais bah c'est sur, son trois trucs à trois voilà, défenseurs, tu le vois qu'il a partout tenté, hein, maintenant. il a tenté avec le Japon et bon, l'expérience n'a pas porté ses fruits. Mais sur ses dernières saisons d'entraîneur, c'est quand même plus d'échecs que de réussites. Et aussi, il faut pas oublier qu'il est très sceptique au sujet de la G-League. Qu'un joueur en G-League doit en faire 3 fois plus qu'un joueur en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait porter préjudice à l'équipe. Quand ton sélectionneur ne respecte pas ta ligue nationale, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc à voir si Zaccheroni sera capable d'être assez flexible pour pouvoir faire les choix qui s'imposent et mener le Japon vers le succès à la Coupe du Monde. La Coupe des Confédérations qui se profile doit être un bon indicateur puisque le groupe dont le Japon a hérité est quand même assez ardu. Voilà, que des Brésil, champions Mexique, continentaux. Italie. Voilà, donc Eh ben, ça c'est s'annonce très c'est intéressant en tout possible. cas. Et ben voilà qui va donner des nouveaux angles de réflexion à toutes les personnes qui ont un peu amorcé malgré elles ce débat. On arrive au bout du podcast, donc je vais vous remercier tous les deux pour avoir apporté vos lumières. Mais pas de problème, c'est toujours un plaisir. De même, Et puis vous retrouverez Nabil la semaine prochaine probablement pour un nouveau podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! ciao.